Pour commencer cette rencontre, Cécile a déjà dit quelques mots pour vous présenter. Vous êtes enseignante et écrivaine, deux métiers qui vous sont chers, qui se nourrissent l'un l'autre et qui ont beaucoup à voir avec la transmission. Et cette question de la transmission par les mots et par le langage, elle vous habite et elle est centrale dans votre œuvre, que ce soit dans votre essai Éloge de la transmission, coécrit avec Georges Steiner, ou dans votre roman Illettré, qui était paru chez Actes Sud et qui a été adapté en 2018 à la télévision. Une autre question fondamentale pour vous, c'est celle des origines, les origines de nos identités comme celle de la création. Et elle est fondamentale aussi bien dans votre biographie que dans votre œuvre, qui se sont mêlées dans un livre intitulé Chabou la nuit, où vous racontez votre adoption et la quête de vos origines iraniennes. Et enfin, vous êtes agrégé de lettres et titulaire d'un doctorat sur la figure de l'androgyne dans la littérature décadente. Et ce n'est pas un hasard si je rappelle ce thème de votre thèse, parce que la figure du double, les personnages qui réconcilient les contraires, qui suturent les mondes, ils sont un motif récurrent dans votre œuvre. En particulier dans votre roman Bénédicte, qui met en scène une figure éminemment androgyne, mais aussi dans ce roman dont nous allons parler ce soir, donc La fille de personne, dont le personnage principal est une femme qui s'appelle Luce Notte, donc Luce comme la lumière et Notte qui signifie nuit en italien. Alors avant tout, comment est-ce que vous nous présenteriez ce personnage qui tisse des liens et réconcilie les contraires? Merci déjà pour cette présentation. C'est pas simple d'aller à l'essentiel. Et là, vous m'aidez beaucoup. Vous avez mis l'accent sur ma passion pour le mariage des contraires, ce qu'on appelle en poésie les oxymores. Luce Notte, c'est par son nom à la fois le jour, Luce, et Notte, la nuit. C'est un personnage double, tout en clair-obscur, qui va suturer les mondes et essayer à travers ce voyage qu'elle fait dans le temps et dans l'espace, puisqu'elle voyage beaucoup dans le roman, essayer de se comprendre, de comprendre qui elle est, parce que rien n'est simple pour elle. Rien n'est simple parce qu'elle est orpheline. Alors, elle a une maman, qu'elle va perdre lorsqu'elle a 18 ans à peine, et cette mère l'a élevée toute seule. Luce est née à Berlin au début du XXe siècle, d'un père inconnu. Elle ne connaît pas le nom de son père. Cet homme s'est fait la malle le jour de sa naissance et il est parti avec tous les bouquins de la maison, les beaux livres. C'était un couple très peu riche, mais leur petit trésor, c'était une bibliothèque fournie de quelques incunables et il est parti avec le contenu de cette bibliothèque. Et donc, la mère de Luce, Philippa, élève sa fille toute seule et sur son lit d'agonie, elle demande à sa fille, donc Luce a 18 ans, de partir à la recherche de cet homme pour ma fille, lui dit-elle, qu'il voit le visage de sa fin. Alors, c'est une sorte de condamnation à l'errance et peut-être même au meurtre. On ne sait pas ce qui va se passer quand elle retrouvera ce père, si elle le retrouve. En tout cas, elle est presque maudite par sa mère qui la condamne à retrouver cet homme obscur à travers ses voyages. Donc, elle va partir à la recherche de cet homme obscur dont elle n'a pas le nom. Elle n'a en sa possession, alors c'est peu de choses, mais c'est beaucoup à la fois, qu'une petite photo noir et blanc qu'elle plie en 4 et qu'elle range dans son sac à main à côté de son poudrier. Et sur cette photo, on voit un homme très brun, très beau, qui a plus, même s'il est allemand, l'air d'un Andalou, voire d'un Iranien, comme par hasard, d'un Berlinois. Et elle va beaucoup fantasmer autour de ce visage, de cette silhouette un peu voûtée, très mince, et de cet homme qui était un amoureux des livres. Alors, elle va... alors, Luce Notte
voyez, je suis beaucoup trop longue dans mes réponses. Elle est étudiante. Elle a eu son baccalauréat, ce qui est une chose assez rare pour une femme de commencer à faire des études comme ça au début du XXe siècle, hein. C'est un petit peu une fille qui résiste à la condition des femmes. Au début du XXe, il n'était pas courant d'avoir le bac et encore moins de faire une thèse de doctorat. Donc, elle est inscrite à la fac et elle a choisi de faire une recherche sur les bibliothèques détruites par le feu. Et une partie de sa thèse aussi s'attarde sur le destin des œuvres détruites par le feu. Parce qu'il y a des auteurs qui la fascinent particulièrement parce que ces derniers ont décidé de brûler leur œuvre. Hein, voilà. Donc, elle se demande pourquoi, qu'est-ce qui leur passe par la tête, pourquoi est-ce qu'on décide, alors qu'on a une œuvre si belle, un jour de la détruire. Donc, elle écrit là-dessus et elle recherche son père. Donc, quand on fait une thèse sur la bibliothèque, il faut forcément aller voir la magnifique bibliothèque de Prague, donc le Clémentinium. Et donc, en 1912, elle va à Prague. Elle va à Prague et elle va être jeune fille au pair là-bas pour financer ses études. Elle va chez un certain Hermann Kafka. Elle sait que ce type cherche une bonne à la maison et elle est intéressée par cette maison-là parce qu'elle sait qu'il y a un jeune homme, un certain Franz, qui n'est pas connu encore du tout à l'époque, mais qui est très versé dans la littérature. Et Luce va croiser, en raison de coïncidences supérieures que le roman permet bien souvent, va croiser le jeune Franz Kafka qui débute sa carrière d'écrivain. Et elle va être là la nuit du 22 au 23 septembre 1912, dont Franz Kafka parle dans son journal, au moment où il va écrire un chef-d'œuvre en quelques heures qui s'appelle Le Verdict. Donc, elle apparaît comme une sorte d'accompagnatrice, de muse. Elle est là à ses côtés et elle devient très amie, comme une sœur, avec lui. Et elle est fascinée par lui parce qu'il ressemble à l'homme de la photo, même s'il est beaucoup trop jeune et elle sait qu'il ne peut pas être son père. Mais voilà, elle fantasme la figure paternelle à travers des figures d'écrivains et des hommes très obscurs comme Franz. Et puis, toujours à la recherche de ce père qu'elle a bien du mal à trouver et que d'ailleurs qu'elle ne trouve pas, elle va dans les années 50, elle a bien vieilli, même si elle ne fait pas son âge, elle le dit souvent, dans les années 50, l'année 1951, en raison de coïncidences supérieures encore que seul le roman permet, je me répète, elle va croiser une autre figure magnifique d'écrivain, le Kafka iranien, Sader Hedayat. Sader Hedayat qui était à Paris à ce moment-là. Et là, encore une fois, elle va l'accompagner jusqu'au bout dans la création de son œuvre, jusqu'à ses dernières heures, puisque Hedayat, dans la nuit du 8 au 9 avril 1951, après avoir mis le feu à tous ses manuscrits, se suicide au gaz d'éclairage dans le 18e arrondissement rue Championnet. Voilà. Et elle a été attirée aussi par cet homme très brun, très obscur, écrivain, hanté par l'idée de la destruction des œuvres par le feu, tout comme Kafka l'était, puisque comme tout le monde sait, Kafka avait demandé à son meilleur ami Max Brod de détruire son œuvre, ce qu'il n'a pas fait bien sûr. En revanche, Kafka, Hedayat, pardon, lui l'a fait. Donc, Luce Notet, c'est une jeune fille qui recherche ce père, qui va le fantasmer à travers des figures qui peuvent lui faire penser à son père, mais qui ne sont pas son père. Et à la quête au terme de cette quête sans doute un peu déceptive, parce que ce père, sans doute, elle ne va jamais le retrouver, elle va comprendre qu'il existe des filiations plus fortes encore que celles du sang, des adoubements secrets. Et voilà. Et moi qui ai été adoptée par mes parents, je sais bien que parfois, les parents, le père, la mère, ce n'est pas ceux qui vous ont fait, c'est ceux qui vous ont aimé, qui vous ont élevé, qui vous ont accompagné. Donc, il y a toujours des choses très personnelles comme ça dans une fiction. Mais elle avait besoin quand même de rencontrer ces figures de père pour être écrites par eux, pour être lues par eux, pour être pensée par eux. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce soit des hommes de lettres, parce qu'elle n'a pas l'impression d'exister au monde
en raison de l'absence de ce père. Ça, c'est un fantasme très personnel que j'ai. J'ai toujours eu besoin dans ma vie de femmes et d'enfants. Enfin, pourtant, je suis une vieille enfant, mais on est toujours un peu adoptée. J'ai toujours eu le sentiment que ma légitimité intellectuelle, je l'obtiendrai des hommes. Et c'est pour ça, des figures symboliquement paternelles. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi des hommes, que ce soit mon psy, c'est un homme, que ce soit mon directeur de thèse, terrible et sadique directeur de thèse, c'était un homme, que ce soit mon éditeur, que j'adore, mais qui est très dur, Bertrand Pi, c'est un homme. Il y a eu mon maître George Steiner, un homme aussi. Donc voilà, ça c'est des choses très personnelles, hein, mais c'est du côté du masculin qu'une forme de légitimité d'ordre intellectuel me semble pouvoir être donnée. Et forcément, puisque dans Luce, il y a beaucoup de moi, elle ressent les choses comme ça aussi. C'est très injuste pour les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes merveilleuses, à commencer par ma maman, la Djali, qui m'a adoptée, qui m'a énormément transmis, peut-être plus que tous ces types-là. Mais en tout cas, dans les fantasmes de Luce Notet, qui est une drôle de petite bonne femme, il y avait la nécessité de rencontrer le masculin à un moment donné pour naître une seconde fois à elle-même, puisqu'il lui manquait cette chose. Voilà. Elle a ce voyage-là, cette quête-là, et c'est une métaphore de l'écriture et de la création, elle le fait parce qu'il lui manque quelque chose. Et je crois que pour écrire, il faut être orphelin. S'il ne vous manque pas quelque chose, vous n'écrivez pas. Et c'est en effet un roman où on apprend énormément sur l'écriture et une écriture comme une entreprise totale, et on y reviendra, c'est absolument passionnant. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ces rencontres, c'est quand on découvre un roman par la voix et par le discours de son auteur, c'est d'entrer dans l'atelier de l'écrivain, c'est de comprendre comment est né le roman, ce qui a été à son origine. Et ici, et c'est assez rare je crois, vous savez exactement quand l'idée du livre s'est formée, vous vous souvenez de la date, vous vous souvenez de la lecture déclencheuse, même des premiers mots du livre que vous avez écrit. Donc, vous avez des photos que Laurane va pouvoir tout de suite nous montrer. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter cette naissance? Alors, j'étais dans le vieux port de Marseille. Je crois qu'on était il y a écrit quoi 24 octobre, ça doit être 2017. Hein. J'étais dans le vieux port de Marseille c'était la Toussaint. Ouais, c'est ça. Les vacances de la Toussaint pour assister au tournage de Illettré par Jean-Pierre Améris. Jean-Pierre Améris est réalisateur et il a fait un très beau film pour la télévision d'après mon roman Illettré. Donc, j'étais dans mes petits souliers, hyper honorée, hyper impressionnée. Et là, bon voilà, c'était la fin de la journée. J'étais toute seule au soleil au vieux port de Marseille et j'étais en train de lire Le Verdict de Kafka, avec l'idée d'écrire un nouveau livre, un nouveau roman où il serait question de plusieurs écrivains, en l'occurrence Kafka, Sader Hedayat, parce que ces deux-là ont plein de points communs. Et puis, il devait y en avoir un troisième aussi, Fernando Pessoa. Voilà. Et d'un seul coup, ça me prend comme ça. J'écris sur la première page, donc c'est la photo tout à gauche du verdict, la page de garde. J'écris j'ai besoin d'un peu d'huile pour la lampe car je compte écrire toute la nuit, etc. Et ça, c'est effectivement une parole que prononce Kafka à l'endroit de Luce Notet quand il est pris de transe dans cette nuit du 22 au 23 septembre 1912. Il sent que là est en train de poindre une œuvre essentielle, la seule qui sera totalement achevée à ses yeux parce qu'il était obsédé par le démon de l'inachèvement. Il pensait que rien n'était ni fait ni à faire, rien n'était fini, à part le verdict qu'il a écrit en 6 heures. Et voilà. Et elle est là, elle est à côté, elle est en train de faire du repassage. Et il lui dit, Luce, j'ai besoin d'un peu d'huile pour la lampe parce que je vais écrire toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que s'est mis en place cette logique sur le plan de l'esthétique de l'ombre et de la lumière. C'est la nuit et il a besoin d'huile pour la lampe. Et je crois, je ne pourrais pas le jurer, mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'elle allait s'appeler Luce Notet.
la lumière et la nuit. Donc voilà. Donc c'est très bizarre comme à un moment donné, il y a un truc qui s'enclenche quand on écrit. J'étais en déplacement, j'étais dans un lieu auquel je n'étais pas habituée, le port de Marseille. J'étais en train de lire ce livre de Kafka qui allait être au centre de mon futur roman. Et il y a une phrase qui a jailli comme ça, la parole de Kafka. C'est la première phrase que j'ai écrite de ce livre. Maintenant, cette phrase-là, elle n'est pas du tout dans l'économie générale du roman, elle n'est pas du tout au début, elle arrive plutôt à la fin, dans la troisième partie, Fulgurance, qui est la partie consacrée à la création, justement. Voilà. Mais cette phrase, elle est là. Donc, c'est très, très bizarre. Mais c'est vrai que ce roman, c'est un livre sur la quête des origines, donc biologique, génétique, les parents, tout ça, mais aussi les origines de la création. Ça, c'est une obsession que j'ai. C'est toujours me poser la question de savoir, à travers le roman, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va chercher quand on écrit un roman, quand on peint un tableau, quand on compose une symphonie. Et c'est pas pour rien que très souvent mes personnages dans les romans sont des artistes. Parce que cette question de la création me semble essentielle. Et Luce, c'est vraiment une accompagnatrice. Elle est celle qui va accompagner Franz et qui va accompagner Sader et Dayat dans leur entreprise de créateurs. Voilà, elle les assiste, elle les accouche. Hein. Il y a une sorte de maïeutique qui se met en place. Qu'on découvre en effet tout au long du roman. Il y a aussi une idée centrale que vous avez rapidement évoquée au tout début de la rencontre. Dans ce roman, elle est énoncée, cette idée, par Sader Hedayat dans le livre, quand il dit « Je crois aux familles d'écrivains, je crois aux fratries d'auteurs, aux généalogies d'artistes ». Alors, est-ce que ce sont aussi cette phrase et cette idée qui vous ont porté dans l'écriture du roman, qui est, comme vous l'avez dit, hantée par plusieurs figures d'écrivains, Kafka et Dayat, bien sûr, qui en sont des personnages, mais aussi Pessoa, dont la tranquillité est présente tout au long du roman? Alors, cette phrase que prononce Hedayat, c'est une phrase que j'ai inventée. Hein. C'est pas lui qui l'a écrite dans un carnet ni dans un livre. C'est une conviction que j'ai, quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je suis persuadée qu'il y a voilà, des familles d'écrivains et pour moi, Hedayat et Kafka sont frères. Même si Kafka a écrit dans les années 10 et les années 20, il meurt en 24, même si Hedayat écrit un peu plus tard dans les années 30, 50, mais ils ont énormément de points communs et écrire La fille de personne, c'était pour moi l'occasion de signifier cette chose-là, de signifier cette filiation. Et j'ai inventé Luce, notée, pour qu'elle fasse le lien qui me paraît à moi si évident, mais qui n'est peut-être pas si évident que ça pour le lecteur, qu'elle fasse le lien entre ces deux destins littéraires. En quelques mots, quels sont ces points communs? Déjà, tous les deux, ils ont, je l'ai dit tout à l'heure, l'obsession de la destruction de leur œuvre par le feu. C'est pas rien, ça. Tous les écrivains n'ont pas envie de foutre le feu à leur manuscrit. Tous les deux l'ont fait ou ont eu très, très, très envie de le faire. Et c'était pas du bluff. Hein. Kafka, il avait vraiment demandé à Brod de le faire. Peut-être qu'il savait que Brod ne le ferait pas. Alors, c'était peut-être un peu du bluff, je ne sais pas, mais bon, ça, on ne saura jamais. Il y avait ça. Tous les deux étaient profondément intranquilles et, pour parler comme Pessoa, et mélancoliques. Tous les deux avaient de très, très, très gros problèmes relationnels avec leur père. Le père de Kafka terrifiait son fils. D'ailleurs, il a écrit une lettre qui est très célèbre, ça s'appelle La lettre au père, hein, où il règle ses comptes avec son père. Il lui dit « Tu m'as toujours humilié, tu me détestes parce que j'aime la littérature et toi, tu voudrais que je fasse du droit, etc. » Donc, d'ailleurs, cette lettre, Kafka ne l'a jamais donnée à son père, mais il a dit elle n'était pas faite pour être donnée, elle n'était pas faite pour être lue, elle était faite pour être écrite. Et il avait besoin pour lui-même de l'écrire. Et Hedayat avait de gros problèmes aussi en Iran avec son père, qui était un patriarche, qui était un homme très vraiment de l'aristocratie, de l'intelligentsia, et qui voyait d'un très mauvais œil cette brebis galeuse qui se baladait en Europe, qui fréquentait les surréalistes, qui avait des espèces d'accointances avec les communistes. Enfin, c'était très, très mal vu. Donc, voilà. Et puis, en plus, bon, Hedayat,
il est question d'une de ses petites amies dans le roman, à un moment, une certaine Thérèse, qui, effectivement, il a eu une petite chérie en 1928, mais il n'aimait pas que les filles, apparemment. Donc, en Iran, l'homosexualité, c'est quelque chose, ou même la suspicion d'homosexualité, évidemment, par les familles, c'est très, 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 très mal vécu. Donc, voilà, ces points communs. Et puis, aussi, ils étaient tous les deux totalement dévoués corps et âme à la création littéraire, à leur œuvre à faire. Et pour citer Kafka, tout ce qui n'était pas littérature les ennuyait profondément. Dans son journal, Kafka écrit « Tout ce qui n'est pas littérature m'ennuie et je le hais ». Et ironie du sort, tous les deux, alors qu'ils ne vivaient que pour l'écriture et la lecture, tous les deux s'emmerdaient à 100 sous de l'heure pour Kafka dans une compagnie d'assurance et pour Hédayat dans une banque. Donc, c'était des petits fonctionnaires tout gris, tout ratatiné, tout recroquevillé, tout ennuyé, qui n'avaient qu'un rêve au fond, c'était la littérature. Donc dans leur statut social, dans leur passion, dans les démons qui les rongeaient, dans la relation avec leur père, ils avaient plein de points communs. Et on considère que Hédayat, sur le plan stylistique, en raison de son écriture qui est très âpre, très nocturne, on considère qu'Hédayat est le Kafka iranien, vraiment. Et il est le premier à avoir traduit Kafka en farsi. Il avait une passion pour Kafka. Donc pour moi, ça a toujours été évident que ces deux-là, ils étaient frères. Hein, ils étaient frères, voilà. Et donc l'histoire, voilà, avec des systèmes d'écho, de reflets, de correspondance, de leitmotifs qui reviennent, le roman fait résonner tout ça et le lecteur comprend très bien, voilà, qu'on a affaire à une forme de consanguinité, si vous voulez, littéraire. Et puis ces deux écrivains, Kafka et Hédayat, vous les faites véritablement exister à travers vos mots, vous les décrivez physiquement, vous nous faites entrer dans leur intimité familiale, dans les lieux qu'ils habitent, vous faites ainsi naître de nombreuses images dans nos esprits, dans nos imaginaires. Alors justement, comment est-ce que vous êtes imprégné de leur vie et quelle a été la place de l'image pour vous dans l'écriture? Alors, des images, j'en avais pas mal pour Kafka, parce qu'il y a beaucoup de documents le concernant. Il y a une littérature critique assez abondante, donc j'ai pu voir à quoi ressemblait la maison où il habitait, au bord de la Vladva, à quoi ressemblait l'article, enfin la boutique d'articles de fantaisie de son père, la photo de son père et de sa mère, ses trois sœurs aussi. Voilà. J'avais beaucoup moins de choses concernant Hédayat, mais l'image a tenu pas mal de place, bien sûr, parce que le roman, c'est vraiment le genre de l'incarnation. Si j'avais il fallait que je mette en mots, en dialogue, fallait que j'invente des scènes extrêmement visuelles pour que le lecteur, en lisant mon livre, visualise au sens cinématographique du terme une scène d'engueulade entre Luce et Franz, une balade au bord du lac, une déambulation dans Paris. Parce que le roman, encore une fois, c'est vraiment le genre de l'incarnation, de la sensation, de la vie et du réel. Parce que le gros écueil dans lequel on peut tomber quand on a une entreprise comme la rédaction de La Fille de Personne, c'est d'écrire un essai littéraire, faire une énième thèse de doctorat qu'on lirait avec des notes de bas de page, un truc trop savant, parce que Hédayat et Kafka, c'est du lourd. Et c'est pas pour rien que le personnage principal en fait de ce roman, c'est un personnage de fiction absolue, c'est Luce Note, c'est elle l'héroïne. Et elle m'a permis, vu qu'il fallait tout inventer, tout incarner en elle, c'est elle qui m'a permis d'aller vers le réalisme, d'essayer d'inventer des choses pas abstraites du tout, mais très très simples, très accessibles pour parler de choses monstrueusement compliquées, en l'occurrence deux monstres de la littérature du XXe siècle, et puis aller jusqu'à écrire des pages sur des thèmes aussi ambitieux que celui des origines
de soi, humaine, génétique, et puis l'origine de la création littéraire. Ça, c'est de la philosophie presque. Mais il ne faut surtout pas faire un travail de cuistre, parce que sinon, vous vous plantez. Vous laissez votre lecteur sur le carreau et vous êtes très ennuyeux. Donc, il faut incarner et faire ressentir. Et pour ça, les images m'aident beaucoup. Voilà. Et il y a un déclic qui s'est passé au moment où j'ai écrit Illettré. Parce que c'est vrai que moi, c'est toujours très littéraire, très écrit, je crois, à ce que je fais. Et voilà, c'est un parti pris, c'est ma fabrique du texte, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Mais il y a un cap qui est passé, qui a été dépassé avec Illettré, où l'image au moment de l'élaboration de l'écriture de ce roman, a tenu une place très très importante. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a dans le roman un personnage de cinéaste, de réalisateur de cinéma. Le héros, à un moment, croise un type qui a toujours une caméra à la main. Et c'est marrant parce que ce roman, qui était beaucoup plus visuel que les autres, beaucoup moins intellectuel que les autres, et je crois qu'après, ça a continué, tant mieux d'ailleurs. C'est marrant parce que ce roman-là, il a été adapté par un réalisateur pour le cinéma. C'était un roman qui était, je ne l'avais pas calculé, mais ça a fait tilt tout de suite dans la conscience de Jean-Pierre Améris. Et les autres, ça n'a jamais été le cas. Voilà, et je crois que ça, c'est un bon signal quand on arrive justement, quelles que soient les ambitions déposées dans la fiction, les thèmes choisis, c'est un bon signal quand on commence à créer une littérature visuelle, des scènes, voilà, des choses qu'on peut voir mentalement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi. Voilà, parce que moi, j'aurais naturellement tendance, si je m'écoutais, à n'écrire que de la poésie, vous voyez. Voilà, des choses un peu. Le roman, c'est pas ça. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi, le roman, parce que c'est très contre nature en raison de cette nécessité de l'incarnation, du corps à corps avec le réalisme. Voilà. Et ces scènes, justement, elles sont présentes dans La fille de personne, véritablement. On les visualise, on les vit aussi. Et puis, quand on écrit un roman, il y a aussi, bien sûr, la question de l'écriture, la question du ton. Comme je le disais, vous avez fait votre thèse sur la littérature décadente, qui sont des textes, des écritures souvent foisonnantes. Ici, vous vous intéressez à Kafka, qui a une écriture beaucoup plus âpre, où le silence est beaucoup plus présent. Est-ce que quand on s'intéresse à un tel auteur, euh, cela a un effet sur son écriture? Est-ce qu'on apprend est-ce que finalement les silences affleurent plus nécessairement quand on écrit sur un tel auteur? Oui, et c'est sûr que si j'ai choisi Kafka et à bien des égards ensuite Hédayat, c'est parce que c'est des auteurs qui, en raison de leur style très minimaliste, sont à l'exact opposé de ce que j'aurais naturellement tendance à faire. Parce que je pense que quand on veut écrire sérieusement, il faut surtout pas piétiner des plates-bandes qu'on connaît trop bien, parce qu'on pourrait tomber dans une forme de complaisance, de narcissisme, de se regarder écrire, et ça, c'est très mauvais signe. Et c'est pour ça que, quel que soit le roman que je choisis d'écrire, je m'impose des contraintes. Je m'impose des chemins, des cheminements, des voies qui sont pas celles que j'aurais envie d'emprunter naturellement. Kafka, pour le dire très simplement, c'est un auteur qui est essentiel, qui est très important, qui est génial et qu'il est important de connaître, mais stylistiquement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Ces romans sont d'une froideur, d'une noirceur terrifiante, mais c'est ça qui est beau aussi. Hein. Mais c'est pas ce que j'aime spontanément. Moi, je suis amoureuse de Vladimir Nabokov, d'une langue qui est extrêmement chatoyante. Et si j'aime les auteurs de la fin du 19e siècle, comme Barbet d'Aurevilly ou Joris Karl Huysmans, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'allant en direction d'une veine qui serait baroque, foisonnante, extrêmement maniérée, vous voyez, que
voilà, qui a un attachement à quelque chose de très minimaliste, très simple, très froid, une écriture au scalpel comme celle de Kafka, qui ne recherchait pas la beauté formelle, vous voyez. L'art pour l'art, c'était un truc qui le dégoûtait. Ça, c'est pas quelque chose qui me séduit a priori au départ. Mais justement, puisque je connais bien ces auteurs-là, ces esthètes, ces dandys de la fin du 19e siècle, je me dis qu'il ne faut surtout pas que j'aille puiser de l'eau à ces puits-là. Il faut que je me nourrisse d'autres choses pour pouvoir me réinventer, pour pouvoir trouver quelque chose de nouveau en matière d'écriture, pour pouvoir avancer. Il faut apprendre et on n'apprend jamais autant que quand on se confronte à ce qu'on n'aime pas forcément a priori. Et on finit après par adorer. Voilà, moi j'ai fini par adorer Kafka à force de bosser sur un auteur qui vous donne du mal, qui vous résiste. Vous finissez par énormément l'aimer. Mais ce ne sont pas tant les romans de Kafka que j'aime que son journal. Parce que son journal, déjà moi j'aime les genres courts. Alors, le journal il est très épais, mais c'est des fragments et vous pouvez ouvrir un peu comme un recueil de poésie. J'aime, je vous le disais, énormément la poésie parce que c'est court le poème. On peut ouvrir le journal n'importe où et puis lire un jour de la vie de Kafka. Parfois, ça fait quelques lignes et moi, ça suffit à me nourrir pour une journée, si vous voulez. J'aime le fragment et je trouve que c'est essentiel la lecture, la fréquentation régulière de ces journaux d'écrivains pour comprendre justement qu'est-ce que c'est que la littérature. Donc, je préfère son journal ou ses lettres, les lettres qu'il écrit à son amoureuse Milena. Je les trouve très, très, très belles. Voilà. Après, ces romans sont hyper importants parce que c'est fou, mais Kafka est un véritable prophète. 25 ans avant le pire, avant la nuit noire qui va s'abattre sur l'Europe, il a l'intuition de ce que seront les procès arbitraires, la torture des innocents avec la colonie pénitentiaire. Grégor Samsa, qui dans la Métamorphose se transforme en cancrelat, bien c'est presque une vision de la façon dont les nazis auront de considérer les juifs, qu'ils considèrent comme des parasites aussi. Et Kafka était juif et 25 ans avant le pire, avec le procès, la colonie pénitentiaire, le château, cet enfer administratif, il a eu l'intuition des heures les plus sombres de notre XXe siècle. Donc, on n'apprend jamais autant, on ne comprend jamais aussi bien l'histoire avec sa grande hache, hein, comme disait Georges Perec. On ne comprend jamais aussi bien l'histoire qu'en lisant les romanciers. Donc, on a besoin de Kafka, bien sûr. Mais voilà, il me glace. Hein, mais il m'apprend beaucoup. Alors, au fil de la lecture, on en apprend énormément sur l'écriture, sur ce que c'est qu'écrire, mais pas n'importe quelle écriture. Au contact de ces deux écrivains, on découvre l'écriture comme une entreprise totale, comme un désir, vous l'avez dit, éternellement inassouvi, comme une mise en danger de l'écrivain aussi, et comme une plongée dans les tréfonds de l'ombre pour ensuite remonter à la lumière. Alors, est-ce qu'écrire, est-ce que c'est ainsi que vous le vivez vous aussi? Est-ce que c'est maîtriser la nuit? Oui, oui, oui. Alors, encore une fois, j'ai aucune imagination, hein, je n'invente rien. Quand je fais parler Kafka ou Hedayat, j'essaye quand même d'être fidèle à leurs pensées parce que je me suis quand même un minimum renseignée sur ce qu'ils ont pu dire, écrire relativement à à la façon dont ils vivaient leur création personnelle. Mais j'ai mis beaucoup de moi, évidemment, dans cette conception de la création. Et personnellement, quand j'écris un livre, j'ai l'impression d'une descente, de ce qu'on appelle en théologie une catabase. Hein. La catabase, c'est la descente aux enfers, la descente dans la nuit. Le destin d'un poète, c'est peut-être de descendre dans le monde des ombres, de voir les ombres, de survivre à l'effroi
et de revenir après, de remonter et de placer les mots de nuit, le souvenir de la nuit en pleine lumière, dans la lumière du sens, pour faire une œuvre. Il y a vraiment l'idée d'une descente, puis d'une remontée. Quand je vais chercher les mots, la fiction, les idées, je suis dans une espèce de chute sans filet. C'est pas très agréable, c'est assez vertigineux, mais il faut accepter cette chute-là pour justement trouver quelque chose, pour qu'il se passe un truc. Et après, là, on déplie une syntaxe, on organise un lexique, on structure une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et là, c'est un travail de rationalisation de la peur, de cette nuit-là terrifiante, mais qui est indispensable pour qu'il y ait cette petite chose en plus dans l'écriture. Et, et ce moment-là où on s'explique à soi-même les choses et qu'on cesse d'avoir peur, on commence à remonter et la fiction se met en place. Donc une descente, puis une lente remontée. Mais regardez, les poètes les plus fameux sont tous descendus aux enfers. Il y a le mythe d'Orphée qui nous le dit. Orphée, il descend aux enfers et il revient ensuite, sans Eurydice, parce qu'il s'est retourné. Mais Orphée, ce qu'il voulait, c'était pas retrouver sa femme. Moi, ça, c'est ma petite thèse personnelle. C'était pas retrouver Eurydice, c'était de voir l'Hadès, d'y survivre et de remonter avec le souvenir des ombres pour en faire des poèmes magnifiques. Dante, accompagné de Virgile, il est allé aussi en enfer. Et dans la Divine Comédie, l'enfer, il y a 3 tomes, enfer, purgatoire et paradis. L'enfer, c'est le plus beau des livres de Dante. Après, de façon plus réaliste et historiquement absolument tragique, on a les plus grands poètes du XXe siècle qui ont été en enfer. L'enfer des camps, Primo Levi. Ça a donné ensuite, quand il est revenu de cet enfer, Si c'est un homme. Et puis on a le poète des poètes, Paul Celan, juif roumain rescapé de l'Holocauste, qui a écrit en langue allemande, cette langue qui lui pesait tant, qui était si dure pour lui, parce que c'était la langue de l'amour, la langue de sa mère, assassinée sous ses yeux au camp de concentration, mais c'était aussi la langue d'Adolf Hitler. Donc il fallait continuer à écrire après Auschwitz des poèmes en langue allemande. Le souvenir du pire avec cette langue-là pour l'accompagner a permis à Paul Celan d'écrire les plus beaux poèmes du XXe siècle. Il faut relire les poèmes de Paul Celan. Paul Celan comme Primo Levi se sont suicidés tous les deux, aussi, épuisés par justement ce travail de mémoire et puis cette envie malgré tout de témoigner, d'être le témoin et de continuer à écrire après le pire, après le postulat nihiliste lancé par Théodore Adorno, le grand philosophe allemand, en 1951, Adorno dit « plus de poésie après Auschwitz ». Écrire un poème après Auschwitz, ce serait barbare, parce que voilà, on avait perdu tout espoir en les humanités, en la beauté, en l'humain. La poésie, normalement, se situait de ce côté-là. Après le pire du pire, voilà, pour Adorno, il n'y a plus de poésie possible. Celan s'est dit, non, je vais quand même si j'ai vu l'enfer, même si je sais que la langue allemande, c'est compliqué, je vais continuer à écrire. Et son travail, ça a été une lutte, un corps à corps avec le langage, un langage presque impossible pour lui. Et c'est en raison de cette lutte et de cette souffrance entre l'homme et le langage, entre le poète et les mots, c'est cette lutte-là qui confère à l'œuvre toute sa puissance. Et moi, je mesure toujours la puissance et le génie d'une œuvre à l'aune de cette lutte-là que je devine entre les mots et l'auteur. Parce que sinon, c'est une forme de bluff. Si on ne se met pas en danger,
si on ne descend pas dans la nuit, c'est une métaphore hein, quand je parle de l'enfer, évidemment, quand j'écris un roman, je ne vais pas en enfer. Hein. Je suis une petite bourgeoise, je vis à Paris dans le 5e arrondissement, je n'ai jamais connu la guerre, je n'ai jamais été en camp de concentration, donc je ne vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que il faut, sinon c'est du bluff, sinon c'est à quoi bon, pourquoi écrire des livres? Quand on choisit d'écrire, il faut choisir un sujet qui vous met en danger, qui va vous faire avancer, mais sujet que quand vous allez l'étreindre, quand vous allez vous bagarrer avec lui, ça va pas être forcément hyper agréable. Mais voilà, il va y avoir ce travail après de recherche et de remonter vers la lumière et pour placer le souvenir de la nuit et des ombres dans la lumière du sens. Et, euh, et moi, il est évident que j'écris pour avoir moins peur, pour être moins angoissée, pour, euh, pour, euh, pour faire émerger la lumière d'un tas de souvenirs conscients ou inconscients qui se situeraient dans la nuit, dans la nasse du nocturne, des origines. Voyez. Et Luce, elle est du côté de cette nuit, déjà parce qu'elle s'appelle Note, et puis parce que l'origine, c'est une origine complètement sombre, inconnue, incompréhensible. C'est ce père dont elle n'a même pas le nom. Et évidemment, ces images que je suis en train de vous donner, ces mouvements de descente et de remontée, ce sont des choses qui me collent à la peau, étant donné que moi, mes origines, elles sont très obscures aussi. J'ai été abandonnée, puis adoptée, et puis voilà, on ne m'a pas tout dit. Et de fiction en fiction, évidemment que je recherche personnellement des choses, même si je confie la quête à Luce Noté, à tel ou tel personnage dans tel ou tel roman, un personnage qui jouera du violoncelle par exemple, ou un peintre comme Marc Rothko dans un autre roman. Et voilà. Mais en fait, je parle toujours de moi, même si je ne le dis pas, parce que moi, en fait, ce n'est pas intéressant. Il faut que ça intéresse le lecteur et il faut que ce soit universel. Voilà. Sinon, c'est chiant. C'est raté. Vous avez évoqué ce terme de corps à corps, cette expression de corps à corps avec le langage. Et cette question du corps, elle est très importante aussi dans le livre, parce qu'on touche du doigt le fait que l'écriture, ça n'est pas du tout seulement une affaire de l'esprit, mais que c'est aussi la question du corps, qu'on écrit avec son corps, littéralement. Vous faites aussi dire à Kafka les mots suivants à un moment, « Sentir, c'est comprendre le monde, tout le monde dans sa globalité. Si je pense, je me trompe. » Est-ce que cela signifie que l'écriture est beaucoup plus proche du ressenti, de la sensation ou de l'intuition que de la pensée? Oui, je pense que l'intuition est une fée magnifique. C'est George Steiner qui me parlait de la fée intuition et qu'il fallait vraiment l'écouter. J'ai dû admettre que le corps était beaucoup plus puissant que l'esprit. Quelque chose qui m'emmerde, je peux vous dire. Voilà, j'ai toujours, parce que je suis très têtue et j'ai toujours pensé qu'on pouvait maîtriser les choses par la force de la volonté et que tout n'était qu'esprit, tout n'était que volonté, mais que non, un jour on meurt et c'est le corps qui lâche et c'est le corps qui est le plus fort. Et l'écriture, ça se passe beaucoup plus, alors je ne sais pas si on voit là, dans le ventre, que là. Ce n'est pas de la philosophie que je fais. Je taquine très souvent avec mes amis philosophes. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les philosophes, pour ceux qui la font. Voilà, mais je pense que nous, les romanciers, on n'est pas dans les idées, on est dans quelque chose de beaucoup plus sensuel. On parlait des images tout à l'heure et c'est le corps qu'on convoque, c'est la sensation du soleil sur la peau, c'est une odeur, c'est la douceur d'un tissu que l'on touche, c'est tous ces souvenirs-là au moment où on écrit. C'est pas de l'abstraction, sinon on rate notre coup. Moi, je dis toujours pour les taquiner à mes copains philosophes, vous cherchez, nous on trouve. Voilà, parce que les mots du romancier doivent faire mouche, c'est-à-dire
toucher le cœur, peut-être plus que l'esprit encore du lecteur. Et même s'il peut y avoir de la philosophie et de la pensée dans les romans, bien évidemment, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus incarné. Et c'est terriblement difficile. C'est terriblement difficile. Et justement, tout à l'heure, ce choix des auteurs qui vont à l'os, qui disent les choses à minima, c'est un choix qui m'oblige à pas à aller à l'essentiel, à viser l'incarnation, l'humain, et pas à être dans des délires trop abstraits, tendance que je pourrais avoir. Et le roman, c'est pas ça. Et c'est très, très difficile. Mon directeur de thèse, qui était si dur avec moi, euh, il m'engueulait parce que je faisais plein de fautes d'orthographe à l'époque. Alors, pour me faire progresser, de toute façon, il ne regardait pas le corps du texte. Il me disait, voilà, on va regarder que les notes de bas de page. Alors, c'était affreux, on regardait que les notes de bas de page. Je disais, mais monsieur, ce qui compte, c'est les idées aussi. On pourrait parler de la thèse. Je dis, des idées. Tout le monde en a des idées. Ce qui compte, c'est la forme. Et alors, quand la forme, la façon dont on écrit, le côté matériel du texte. Et il a pas dit, il disait ça pour me décourager, pas du tout pour m'aider, mais n'empêche que il avait raison. Et le roman, c'est vraiment un travail de poète, poène, c'est le potier. La poésie, c'est ça, c'est le fait, le poète, c'est celui qui sculpte le corps du texte, c'est quelque chose c'est de l'artisanat, c'est très matériel, c'est pas intellectuel du tout. Et moi, j'ai vraiment ce rapport-là au texte que je bétonne, que je sculpte, dans lequel je rentre, souvent, avec ma grande amie, ma petite sœur, Véronique Ovaldé, qui est romancière également, on se voit beaucoup et elle lit mes textes, je lis les siens. Elle me dit, bah, t'en es où là? Elle me demande. Et moi, je lui dis, bah là, j'en suis au béton. Après, ah bah là, j'en suis au ciment. Là, vous voyez, j'emploie vraiment des termes de maçonnerie pour parler de mon roman parce que, voilà, c'est le roman en train de se faire, c'est une sorte de gros chantier et, et on est vraiment dans un travail physiquement épuisant. On donne beaucoup de soi, mais physiquement. C'est du sport d'écrire. Alors, avant de laisser la parole aux lecteurs qui nous écoutent ce soir, j'aurais voulu vous poser une dernière question sur justement ces lecteurs, parce que vous leur rendez un superbe hommage, parce que ces lecteurs, sans ces lecteurs, ces livres n'existeraient pas. Et vous écrivez notamment, les livres sont tous des fantômes qui errent et ne trouvent la paix, une assignation à leur vain périple, que s'ils croisent le temps oisif d'un lecteur bienveillant. Ce sont les lecteurs qui arrachent les œuvres à la damnation, aux flammes de l'oubli, à la poussière des heures qui transforment encre et papier en sable. Alors finalement, est-ce que Luce Noté, ça n'est pas aussi un superbe personnage de lectrice? C'est un personnage de lectrice et elle rend hommage au lecteur parce que elle n'est pas écrivain, elle est fascinée par les écrivains, mais elle sait qu'elle n'en est pas un. Et d'ailleurs, même quand elle fait sa thèse, dans les hémicycles, elle fait pas grand-chose, elle prend des notes, elle écrit n'importe comment. En fait, elle est en train de chercher un type qui pourrait ressembler à son père, elle est complètement siphonnée. Elle dit, même ma thèse, je suis pas foutue de l'écrire correctement. Mais elle est une lectrice. Et elle a la prétention, l'immense orgueil peut-être, ou justesse de pensée, j'en sais rien, de se dire que l'œuvre de ces deux amis, Franz Kafka et Saadet Hidayat, ne peut exister qu'à la faveur de son œil à elle, de sa lecture à elle. Et de façon plus générale, après, elle a cette pensée que les œuvres des auteurs, même les plus grands, ne vivent que grâce à la lecture que les lecteurs en font. Si vous voulez, c'est un écrivain, il va vous proposer une histoire, il va vous suggérer une fiction et le lecteur, lui, va la continuer. Hein. C'est Proust dans ses écrits sur la lecture qui disait
là où il y a chez l'écrivain une, une, une invitation, il y a, je paraphrase de façon atroce, le lecteur, le livre, c'est une invitation et le travail du lecteur, c'est une poursuite, c'est une sorte de continuation, si vous voulez. Donc, il y a vraiment, à un moment donné, ce passage de relais, cette collaboration active entre un auteur et son lecteur. Et sans le lecteur, l'auteur n'est rien du tout. Les livres sont, oui, des coquilles vides s'il n'y a pas après les mains du lecteur pour en tourner les pages. Et Luce, elle est cette lectrice-là. Et puis, il y a 2 livres dans mon livre. Ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. Elle a planqué dans sa valise en quittant Prague en 1914, après son service chez les Kafka. Elle a piqué un petit carnet relié de toile noire à France et elle a dans ses affaires un inédit de Kafka dont on ne saura pas grand-chose, mais voilà, elle est dépositaire d'un texte de Kafka et c'est par sa lecture qu'elle le fera vivre ce texte. Et puis c'est pareil pour Hedayat, le matin où elle le retrouve mort donc dans la rue Championnet, dans l'appartement de la rue Championnet, ça c'est réel, hein. Hedayat a mis le feu à les 3/4 de ses manuscrits, mais elle tire du poil l'un de ses manuscrits qui n'a pas complètement brûlé. Et elle a aussi dans ses affaires un inédit d'Hedayat. Donc, elle est kleptomane en plus. Elle est un peu mythomane, elle est un peu kleptomane. Et elle a dans ses affaires, voilà, 2 livres, 2 inédits de Franz Kafka et de Sader Hedayat. Voilà. Et donc, dans mon livre, il y a 2 autres livres aussi, des manuscrits fantômes. Et là, la fiction vous permet d'inventer ces choses un peu folles. Mais c'est vraiment un roman sur le pouvoir de la lecture et le pouvoir des lecteurs, sans lesquels les écrivains ne sont rien du tout. Je tenais à vous remercier, Cécile Ladjali. Et c'est moi qui vous remercie. Merci pour ce livre, pour toutes vos explications, pour cette rencontre. Merci à vous. Et vos lecteurs qui étaient là.